Depuis des siècles, nous regardons le ciel et rêvons des étoiles comme notre prochaine destination. La plus proche, Alpha du Centaure, semblait être le premier pas, à seulement 4 années-lumière. Une cible facile. Pourtant, nous avions tort, terriblement tort. L'étoile la plus proche pourrait être le piège le plus impitoyable que l'univers nous ait tendu. Car ce voyage, même avec notre vaisseau le plus rapide, prendrait plus de 6000 ans. Et ce que nous pensions être le vide est en réalité un champ de tir rempli de balles microscopiques. Mais ce n'est pas ça le plus troublant, le plus terrifiant, est le fait que, même si nous réussissions ce voyage, l'endroit où nous arriverions ne serait pas un paradis promis, mais un enfer calciné. Si toi aussi, tu veux connaître la terrible vérité qui se cache derrière ce point de lumière si paisible, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi, car tout ce que nous savons est sur le point d'être ébranlé. Nous commençons. Pendant des années, nous avons regardé le ciel et cru que ce point lumineux dans le ciel austral était une seule étoile, banale, facile à ignorer, juste l'une des plus proches de nous. Mais ce fut l'une des plus grandes erreurs de l'humanité, car lorsque nous avons pointé nos télescopes dans sa direction et commencé à analyser ce faisceau de lumière unique, ce que nous avons vu n'était pas un simple voisin. Ce que nous avons vu a changé tout ce que nous pensions savoir. Ce n'était pas un seul point de lumière. Ça ne l'avait jamais été. C'était une énigme inconcevable, tournant autour de 3 soleils et d'au moins un monde perdu. Maintenant, nous savons que notre plus proche voisin pourrait aussi être l'un des endroits les plus étranges et les plus inaccessibles de l'univers. La première pièce de cette énigme est sa simplicité trompeuse. Ce système, que nous appelons Alpha du Centaure Asana Periads, se trouve à un peu plus de 4 années-lumière de nous. Cela en fait notre plus proche voisin dans tout l'univers. Quand tu regardes le ciel la nuit, c'est le 3e point le plus brillant que tu puisses voir à l'œil nu. Mais cette simple vérité cache une complexité bien plus profonde, car ce n'est pas une seule étoile. C'est une famille, un système de 3 soleils distincts, liés par la gravité, mais avec des distances colossales entre eux. Ce n'est pas comme avoir un voisin à côté, c'est réaliser qu'il y a tout un royaume juste devant votre porte. C'est pourquoi Alpha du Centaure passe d'une simple curiosité astronomique à une obsession, car c'est la cible naturelle, la plus évidente pour le prochain pas de l'humanité dans l'univers. C'est le rivage le plus proche, de l'autre côté de l'océan de la nuit. Mais qu'y a-t-il exactement sur ce rivage ? Quand on commence à dresser le portrait de cette famille, tout devient encore plus étrange. Le membre le plus brillant de la famille est Alpha du Centaure A. C'est un jumeau presque parfait de notre Soleil. La même taille, la même couleur jaune et chaude, et à peu près le même âge. C'est déjà une coïncidence incroyable en soi. Mais elle n'est pas seule, car à ses côtés, une étoile légèrement plus petite, plus froide et orangée orbite, Alpha du Centaure B. Ces 2 soleils dansent lentement l'un autour de l'autre, en une orbite qui dure environ 80 ans. Si tu te tenais sur un monde proche, tu verrais 2 soleils dans le ciel. L'un doré, l'autre de couleur ambre. Chaque chose projetterait une double ombre. Ces 2-là sont les étoiles, les plus proches de nous, qui ressemblent vraiment au Soleil. Et probablement, les seules étoiles que nous pouvons sérieusement rêver d'atteindre. Mais le plus choquant, ce ne sont pas ces 2-là, car autour de ce duo,
flottant sur une orbite gigantesque, à une distance plus de 400 fois supérieure à celle de Neptune par rapport au Soleil, il y a un troisième membre. Une petite naine rouge et pâle nommée Proxima du Centaure. Elle est si faible qu'elle n'a rien d'impressionnant à regarder. Mais personne ne peut lui enlever le titre qu'elle détient, à seulement 4,25 années-lumière de la Terre. Proxima est la seule et unique étoile la plus proche de notre Soleil qui existe. Il n'y a pas plus près. Dans cette obscurité infinie qui nous entoure, c'est ici qu'un autre Soleil s'approche le plus de nous. Voilà la vérité derrière ce point de lumière unique. Un système triple. 2 jumeaux brillants et leur gardien lointain et solitaire. Pourtant, pendant des milliers d'années, les hommes ont regardé ce système et n'ont vu que de la lumière, jusqu'à très récemment. Car lorsque nous avons compris que ce système n'était pas vide, l'obsession est devenue une véritable folie. Tout a changé en 2016. Les astronomes ont découvert une planète en orbite autour de cette faible naine rouge, Proxima du Centaure. Ils l'ont nommée Proxima b. Ce fut un moment révolutionnaire, car cette planète était à peu près de la taille de la Terre, et elle orbitait dans la bande étroite autour d'une étoile que nous appelons la zone habitable, c'est-à-dire un endroit qui en principe pourrait avoir des températures permettant à l'eau liquide d'exister à sa surface. Autrement dit, l'étoile la plus proche de nous pourrait abriter un monde rocheux, où des océans pourraient exister. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle devient encore plus étrange, car les astronomes ont récemment tourné l'un des télescopes les plus puissants jamais construits, le James Webb, vers l'étoile la plus brillante, Alpha du Centaure et A, le jumeau de notre Soleil, et ce qu'ils ont trouvé était au-delà de la stupéfaction. En 2025, une équipe d'astronomes a trouvé des signes probants d'une planète géante en orbite autour d'Alpha du Centaure A. Elle semblait être une géante gazeuse comme Saturne, et elle traversait la zone habitable de l'étoile. Si elle était vraiment là, ce serait la planète la plus proche découverte en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, la plus proche de la Terre. Mais il y avait une anomalie. Quand ils ont regardé à nouveau des mois plus tard, la planète était partie. Il n'y avait rien. Elle avait simplement disparu. L'explication la plus probable n'est pas qu'elle a disparu, mais qu'elle s'est rapprochée de l'éclat aveuglant de son étoile sur son orbite, devenant invisible. Un monde pâle, momentanément englouti par la lumière de son propre soleil. À ce jour, elle reste une simple candidate, non confirmée. Un monde possible, vibrant à l'extrême limite de ce que nos instruments peuvent percevoir. Voilà pourquoi le portrait de notre plus proche voisin est devenu si obsédant. 2 soleils, une faible braise rouge et au moins un Guy-Ektia. Probablement plusieurs mondes tournant lentement dans l'obscurité. C'est la chose la plus proche que nous ayons jamais trouvée d'un autre système solaire. Et il se trouve juste à côté. Bien sûr que nous voulons y aller. Bien sûr que nous regardons ce point de lumière unique et que nous rêvons de le dépasser. Mais c'est précisément là que le rêve se heurte de plein fouet à la réalité. Car la distance de 4 années-lumière, qui semble presque intime à l'échelle de l'univers, est incompréhensiblement vaste en termes humains. Quand on comprend ce qui se cache derrière ce chiffre apparemment simple, on commence à comprendre pourquoi le voyage est si terrifiant. Alors, à quelle distance se trouvent réellement ces 4 années-lumière? Et pourquoi essayer de franchir cette distance pourrait être la chose la plus dangereuse que notre espèce puisse jamais entreprendre?
car ces 4 années-lumière sont la blague la plus cruelle de l'univers. Cette distance semble gérable. Mais Ati, en réalité, c'est le plus grand mur auquel notre espèce ait jamais été confrontée. La lumière elle-même, la chose la plus rapide qui existe, met plus de 4 ans pour faire cette traversée. Et nous ne sommes même pas proches de nous déplacer à la vitesse de la lumière. C'est pourquoi, lorsque nous traduisons cette distance à l'échelle humaine, les chiffres commencent à perdre leur sens. Ce n'est pas essayer de traverser l'océan à la nage. C'est essayer de remplir l'océan en transportant un grain de sable à la fois. Et l'impossibilité de ce voyage n'est que le début. Pour comprendre cela, pensons à nos émissaires les plus lointains, les sondes spatiales. Voyager, lancées dans les années 1970. Ce sont les objets les plus éloignés fabriqués par la main de l'homme. Elles flottent actuellement au-delà des frontières de notre système solaire. Si l'une d'elles avait été directement pointée vers Proxima du Centaure, il lui aurait fallu environ 70 000 ans pour y arriver. 70 000 ans. Pensez à ce chiffre un instant. C'est 10 fois plus long que toute l'histoire écrite de l'humanité. C'est presque égal au temps écoulé depuis que les premiers humains ont quitté l'Afrique pour se répandre dans le monde. C'est pourquoi ce voyage ne peut pas être mesuré par la durée de vie d'un homme. Il ne peut même pas être mesuré par la durée de vie d'une civilisation. C'est une échelle de temps géologique. Mais peut-être avons-nous quelque chose de plus rapide, absolument. La machine la plus rapide jamais fabriquée par notre espèce est la sonde solaire Parker. Elle tourne autour du Soleil à la vitesse hallucinante de 430 000 miles par heure. C'est comme aller de New York à Los Angeles en un clin d'œil. Il semble que rien ne puisse résister à cette vitesse. Pourtant, face à Alpha du Centaure, même cette vitesse n'est rien, même à cette vitesse vertigineuse. Le voyage vers l'étoile la plus proche prendrait plus de 6000 ans, une durée plus longue que toute l'histoire humaine enregistrée. Si nos plus anciens ancêtres, le jour où les premières villes ont été construites, avaient lancé une sonde à notre vitesse maximale possible, cette sonde serait encore en train de voyager dans le noir aujourd'hui. Elle ne serait toujours pas arrivée à destination. Ce ne sont pas des machines lentes. Elles sont le summum de tout ce que nous avons jamais conçu. Les objets les plus rapides qui existent. Et face au gouffre qui nous sépare de l'étoile la plus proche, elles semblent complètement immobiles. C'est pourquoi tout ce qui concerne l'atteinte des étoiles se résume à un seul chiffre impitoyable. La vitesse. Si tu voulais franchir ces 4 années-lumière en une seule vie humaine, c'est-à-dire si tu voulais que ceux qui partent soient ceux qui arrivent, tu devrais voyager à une fraction réelle de la vitesse de la lumière. Pas juste un peu plus vite. Pas 2 fois, 10 fois ou 100 fois plus vite. Tu devrais te déplacer des dizaines de milliers de fois plus vite que tout ce que nous avons jamais lancé. Les fusées chimiques qui nous ont emmenés sur la Lune, qui ont lancé nos sondes dans le système solaire, sont presque immobiles à cette échelle. Ce sont les mauvais outils. Ils sont si radicalement inadaptés qu'il est eux-mêmes difficile de le concevoir. Pour mettre cette différence en perspective, l'objet le plus rapide que nous ayons jamais fabriqué se déplace à une vitesse d'environ 0,06% de la vitesse de la lumière. Donc 0,06%. Pour faire la traversée en une vie, il faudrait voyager non pas un peu plus vite, mais des centaines de fois plus vite. Cela montre que la distance entre où nous sommes et où nous devons être n'est pas un écart,
c'est un gouffre. Et pendant longtemps, la réponse honnête à la question de savoir si nous pourrions un jour atteindre les étoiles était un non, silencieux et défaitiste. Ce n'était pas seulement un problème d'ingénierie, c'était une limite fondamentale de la physique. Mais ces distances colossales et ces échelles de temps hallucinantes n'ont pas arrêté l'imagination humaine. Au contraire, elles l'ont enflammée encore plus, car si les fusées conventionnelles ne fonctionnent pas, alors nous devons penser à des méthodes non conventionnelles, des méthodes beaucoup plus étranges, beaucoup plus extrêmes. Et si, au lieu de pousser un vaisseau, nous le tracterions avec de la lumière, ou si au lieu d'essayer de faire tenir le voyage en une vie, nous acceptions un voyage qui durerait des générations? C'est ainsi que ces questions nous ont conduits à des idées radicales comme Breakthrough Starshot. Annoncé en 2016, ce projet a fait paraître l'impossible presque réalisable pour la première fois. L'idée était simple, mais audacieuse. Au lieu d'un vaisseau géant transportant son propre carburant, envoyer une minuscule micropuce pesant seulement quelques grammes. Une voile mince et réfléchissante de quelques mètres de large, comme un miroir, serait attachée à cette puce. Et puis, depuis la Terre, un réseau de lasers géants de 100 milliards de watts tirerait sur cette voile. La pression de la lumière à elle seule accélérerait cette petite sonde jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, elle pourrait traverser tout le gouffre jusqu'à Alpha du Centaure en environ 20 ans. Il prévoyait d'en lancer non pas une, mais des milliers, un essaim de voiles scintillantes. Mais, même ce rêve audacieux s'est heurté à la réalité impitoyable de la physique. Le laser lui-même aurait dû rivaliser avec la puissance des plus grandes centrales électriques de la Terre. La voile elle-même devait être presque parfaitement réfléchissante, car si elle absorbait ne serait-ce qu'une infime partie de cette lumière, elle se vaporiserait instantanément. C'est pourquoi la tentative la plus sérieuse de l'humanité pour atteindre une autre étoile s'est terminée non pas par une explosion, mais par une reddition silencieuse. Même cette situation en dit long sur la hauteur du mur auquel nous sommes confrontés. Nous comprenons que le problème n'est pas seulement la distance. Le problème n'est pas non plus seulement la vitesse. Les défis que nous rencontrons sont présents à chaque étape du voyage, à chaque instant. De la vitesse colossale nécessaire pour franchir cette distance, aux dangers invisibles qui attendent en chemin. Au-delà de toutes ces discussions théoriques et de ces plans audacieux, la vraie question demeure. À quoi ressemblerait réellement le fait de faire cette traversée? À quoi un vaisseau ou un humain voyageant dans cet océan sombre devrait-il exactement faire face? Et c'est à ce moment-là, lorsque tous ces rêves d'ingénierie sont mis de côté, que la vraie peur émerge. Car le plus grand danger n'est pas la lenteur de nos fusées. Le vrai danger, c'est que ce que nous pensons être le vide n'est en fait pas vide du tout. Le voyage lui-même. Car à une vitesse comme 20% de la vitesse de la lumière, l'espace n'est pas un endroit calme et silencieux comme nous le connaissons. Il se transforme en un champ de bataille invisible. Et sur ce champ de bataille, même le plus petit ennemi est mortel. La première règle, et la plus impitoyable, de cette guerre est la vitesse elle-même. Car l'énergie d'une collision augmente avec le carré de la vitesse. Qu'est-ce que cela signifie? À des vitesses ordinaires, un simple grain de poussière ou un atome errant dérivant entre les étoiles ne signifie rien. Mais lorsque vous vous approchez d'une fraction de la vitesse de la lumière, ces particules microscopiques se transforment en armes. Un seul grain de sable frappant un vaisseau spatial se déplaçant à 20% de la vitesse de la lumière frappe avec la violence d'une balle.
cela ne fait pas juste un petit trou. Cela crée une explosion d'énergie qui peut traverser tout le vaisseau. C'est la raison principale pour laquelle le projet Breakthrough Starshot prévoyait d'envoyer 1000 sondes au lieu d'une. Les concepteurs savaient très déjà que beaucoup d'entre elles seraient simplement détruites en chemin. Elles seraient pulvérisées par des grains de poussière si petits qu'ils ne les verraient jamais venir. Mais peut-être pourrions-nous blinder le vaisseau. Cela semble être une solution logique. Pourtant, c'est un autre piège de la physique, car un bouclier assez épais pour absorber de tels impacts aurait un poids colossal. Et chaque gramme de poids ajouté est un gramme supplémentaire que les lasers doivent accélérer, ce qui nécessite plus de puissance. Et ce cycle continue jusqu'à ce que la conception fragile s'effondre sous le poids de sa propre protection. L'étoile la plus proche attend au bout d'un champ de tir rempli de balles invisibles. Et ceci n'est que le destin d'une petite machine jetable. Maintenant, imaginez que vous essayez d'envoyer des humains. Un vaisseau avec équipage devrait faire face à tout ce que la sonde a rencontré. Et bien plus encore. La même poussière, les mêmes collisions implacables. Mais, maintenant, cette menace est dirigée contre un équipage fragile et vivant. Et au-delà de ces balles invisibles, il y a un tueur silencieux et plus insidieux. La radiation, l'espace entre les étoiles, est rempli de rayons cosmiques. Ce sont des particules de haute énergie nées dans la mort d'étoiles lointaines. Et là-bas, loin des bras protecteurs du champ magnétique terrestre, il n'y a rien pour les dévier. Pendant des années et des décennies, ces particules traverseraient le vaisseau et le corps de tous ceux qui s'y trouvent, endommageant les cellules, brisant les brins d'ADN, semant les graines du cancer. C'est une destruction lente et inévitable. C'est comme vivre sous un bombardement constant. Et en plus de tout cela, il y a la mathématique simple et inévitable du temps. Une traversée avec équipage prendrait des décennies. Cela signifie que les premières personnes à monter à bord vieilliraient à bord. Certains tomberaient malades et certains ne verraient jamais la destination. Un vaisseau construit pour un tel voyage devrait être préparé. Dès le début, Thais a transporté ses propres morts. Si un système vital tombait en panne à n'importe quel moment de ce long voyage, il n'y aurait pas de sauvetage. Personne ne pourrait les atteindre à temps. Revenir ne serait pas non plus une option, car revenir prendrait autant de décennies que d'avancer. Un vaisseau avec équipage qui perdrait son support de vie quelque part au milieu de cet océan sombre se transformerait simplement en un tombeau. Un contenant scellé de mort. Il continuerait à dériver silencieusement dans le vide. Peut-être serait-il retrouvé par une autre mission des siècles plus tard. Peut-être jamais. C'est pourquoi le voyage lui-même est un film d'horreur en soi. Mais peut-être que tous ces dangers ne sont pas la partie la plus difficile du voyage. Peut-être que la caractéristique la plus cruelle est quelque chose de beaucoup plus silencieux et étrange. L'isolement. Au tout début du voyage, un message envoyé à la maison atteindrait la Terre en quelques minutes. Mais, avec chaque jour qui passe, le vaisseau prendrait de plus en plus de retard sur ses propres mots. Et en s'approchant d'Alpha du Centaure, un seul signal mettrait plus de 4 ans juste pour arriver. Une question posée à la Terre et la réponse qui revient serait maintenant séparée par plus de 8 ans. À ce stade, la communication n'est plus une conversation significative. C'est plus proche d'un échange de lettres à travers le temps. Tu ne parles à personne. Tu envoies un message dans le futur et tu attends une bonne partie d'une décennie pour une réponse. Chaque nouvelle qui t'arrive de la maison
serait déjà vieille de plusieurs années. Elle décrirait un monde qui aurait continué sa route sans toi. Pour un équipage humain, cela signifierait un exil plus absolu que n'importe quel autre dans toute notre histoire. Ils seraient figés au moment de leur départ. Ils emporteraient avec eux la culture, les connaissances, même la langue de l'année de leur départ. Le monde derrière eux, lui, continuerait sa course effrénée. Des technologies qu'ils ne verraient jamais seraient inventées. Des événements se dérouleraient et ils ne l'apprendraient que des années plus tard, quand ce serait déjà de l'histoire ancienne. Quand ils arriveraient enfin sous ces soleils lointains, le monde qui les a lancés pourrait avoir changé au point d'être méconnaissable. Ceux qui ont planifié la mission, ceux qui leur ont fait signe, ceux qui ont consacré leur vie à construire ce vaisseau, seraient très probablement déjà morts. Les voyageurs arriveraient nés comme des fantômes vivants d'une époque perdue, des émissaires d'une version de la Terre qui n'existe plus que dans leurs souvenirs. C'est la solitude la plus profonde imaginable. Et il y a une dernière cruauté intégrée à toute cette entreprise. C'est une situation si étrange qu'elle a même gagné son propre nom parmi ceux qui étudient sérieusement ces voyages. Imagine que tu lances ton vaisseau et qu'il commence cette longue et lente ascension vers l'étoile la plus proche. Mafraspai, sur Terre. La technologie ne s'arrête pas. Elle continue de s'améliorer année après année. Et ainsi, 20 ou 30 ans après ton départ, un vaisseau plus récent, plus rapide, pourrait être construit et lancé. Un vaisseau qui te dépasserait quelque part dans le vide et arriverait à destination des années, voire des décennies avant toi. Tout ce que tu as sacrifié, chaque longue année passée dans cette coque de métal devient absurde. Quand tu arrives enfin, tu vois que quelqu'un est déjà là, t'ayant silencieusement dépassé dans le noir. C'est un vrai dilemme. Parfois appelé le problème de l'obsolescence continue. Et il n'y a pas de solution propre. Si tu lances ton trop tôt, tu pourrais avoir tout investi dans un voyage qu'un vaisseau ultérieur rendra inutile. Mais si tu attends une meilleure technologie, tu pourrais attendre éternellement, car il y aura toujours quelque chose de mieux à l'horizon. L'étoile la plus proche semble punir notre impatience et notre patience à parts égales. Voilà donc ce qu'est la traversée. Un gouffre qui exige une vitesse que nous ne pouvons atteindre, protégé par des balles invisibles, baigné dans une radiation silencieuse, enveloppé dans une solitude si profonde qu'elle arracherait un voyageur au temps lui-même, et ombragé à chaque étape par la possibilité que tout le sacrifice ait été vain dès le départ. Dans ce cas, c'est un miracle que quelqu'un rêve encore d'essayer. Mais, supposons que quelqu'un y parvienne, contre chaque obstacle que nous venons de décrire. Imaginons qu'un voyageur, même une seule petite sonde, traverse tout cet océan sombre et arrive enfin sous ces 2 soleils étrangers. Après tout, ils sont enfin là. Ils se tiennent sur le rivage le plus proche, prêts à voir un autre monde de leurs propres yeux. Et c'est ici, à la toute fin du voyage, que nous arrivons à la possibilité la plus sobre de toutes. Car ce second monde dont nous rêvons, cette promesse silencieuse qui donne son sens à tout le voyage, pourrait être un monde de cauchemar, où il pourrait ne pas y avoir d'attente du tout. Alors, imaginons que nous y soyons parvenus, contre tous les obstacles, contre la vitesse que nous ne pouvons atteindre, les balles invisibles et les années de silence. Imaginons qu'un voyageur, même une seule petite machine, traverse tout cet océan sombre et arrive enfin à l'étoile la plus proche
Après tout, ils sont enfin là. Et la première question, la question qui donne son sens à tout ce voyage impossible, est simplement celle-ci. Qu'est-ce qui les attend sur le rivage lointain? Pendant longtemps, la réponse reposait sur un seul espoir brillant. Ce monde découvert en 2016. Ce monde en orbite autour de la faible naine rouge Proxima du Centaure, que nous appelons Proxima b. C'est une planète rocheuse, de la taille de la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Imagine un instant que tu te tiens dessus. Un monde solide sous tes pieds. Un soleil étranger dans le ciel. C'est le plus vieux rêve de notre espèce. Plus vieux même que l'histoire écrite. Le rêve de poser le pied sur un autre monde, sous la lumière d'une autre étoile. Mais, plus nous regardons ce monde de près, plus l'image devient étrange et froide. Car Proxima b orbite étonnamment près de son étoile. Si près qu'une seule année là-bas, c'est-à-dire un tour complet autour de son soleil, correspond à seulement 11 de nos jours. Elle est blottie 20 fois plus près que la distance de la Terre au Soleil. Et un monde si proche est presque certainement pris dans ce que les astronomes appellent un verrouillage gravitationnel. Elle est tenue si fermement par la gravité de son étoile qu'une de ses faces est éternellement tournée vers la lumière. Et l'autre, éternellement tournée vers l'obscurité. Si tu pouvais te tenir quelque part sur cette face éclairée et lever les yeux, le soleil rouge resterait suspendu, immobile dans le ciel. Il ne se lèverait jamais, ne se coucherait jamais. Il brûlerait en un seul point, immuable pendant toute ta vie. Sur un tel monde, il n'y a pas de lever ni de coucher de soleil. Il n'y a pas de jour et de nuit, au sens où nous l'entendons. Un hémisphère brûle dans un midi éternel et immobile, tandis que l'hémisphère opposé gît gelé dans une obscurité sans fin. Et entre ces deux extrêmes, il y a un anneau étroit de crépuscule permanent qui entoure la planète comme une bande mince. Une bande de pénombre éternelle qui pourrait être le seul endroit où la vie pourrait s'accrocher. Un monde avec un côté de jour éternel et un côté de nuit éternelle. Et entre les deux, une seule couture grise de survie. Mais le vrai problème n'est même pas celui-là. Le vrai problème, c'est que l'étoile autour de laquelle Proxima b orbite ne ressemble en rien à notre Soleil calme et stable. Proxima du Centaure est ce que les astronomes appellent une étoile éruptive. Bien qu'elle soit une petite braise de soleil rouge et froide, elle est violemment instable. Elle entre en éruption sans avertissement, avec des explosions de radiation massive. Depuis la surface d'un monde en orbite aussi proche que Proxima b, une de ces éruptions pourrait inonder le paysage rouge et sombre d'une lueur soudaine et brûlante. Une tempête de particules silencieuses que vous ne verriez jamais venir et à laquelle vous ne pourriez jamais espérer échapper. Une planète en orbite aussi proche que Proxima b serait balayée par un vent stellaire 2000 fois plus puissant que le doux vent solaire qui baigne la Terre. Sur des millions d'années, ces éruptions incessantes pourraient complètement arracher l'atmosphère d'une planète, emportant l'air de sa surface et le projetant dans l'espace. Elles pourraient stériliser le sol, ne laissant rien d'autre que de la roche nue et irradiée sous un ciel rouge et sombre. Alors, comment fonctionne tout ce tableau sombre? Pourquoi prédisons-nous que ces planètes, en particulier Proxima b, pourraient être un endroit si hostile? La réponse réside dans la nature complexe et souvent violente des systèmes stellaires. Ce n'est pas une simple équation sur la distance d'une planète à son étoile. Il s'agit du caractère propre de l'étoile, de la dynamique de l'orbite de la planète
est du résultat d'une guerre cosmique qui dure depuis des millions d'années. Examinons maintenant de plus près la technique derrière ces mécanismes. C'est-à-dire, pourquoi la physique pourrait être si cruelle pour notre plus proche voisin. Le premier et le plus fondamental des mécanismes est le phénomène connu sous le nom de verrouillage gravitationnel. C'est le cas où un objet présente toujours la même face à un autre. L'exemple le plus connu est notre propre Lune. La Lune est verrouillée gravitationnellement sur la Terre. C'est pourquoi nous ne voyons toujours qu'une seule de ses faces. Mais comment cela se produit-il ? Imaginez-le comme faire tourner une corde avec un poids lourd à une extrémité. Avec le temps, la rotation de la corde et la rotation du poids sur lui-même se synchronisent. La situation est la même pour les planètes. Lorsqu'une planète orbite très près de son étoile, l'immense gravité de l'étoile crée un renflement de marée sur la planète. Tout comme la Lune attire les océans de la Terre, l'étoile attire la croûte solide de la planète et la déforme légèrement comme un ballon de football. Ce renflement agit comme une sorte de frein qui ralentit la rotation de la planète sur son propre axe. Sur des millions d'années, ce freinage constant se poursuit jusqu'à ce que la rotation de la planète se synchronise avec son orbite. Le résultat ? Une année et un jour ont la même durée. Proxima b est si proche de son étoile, une orbite de seulement 11 jours, qu'il est presque inévitable que ce verrouillage se soit produit. C'est pourquoi un côté est brûlé dans un jour éternel, tandis que l'autre gèle dans une nuit sans fin. Cela ne laisse qu'une zone terminateur étroite pour la vie, c'est-à-dire la ceinture crépusculaire. Mais, même cette zone dépend du comportement de l'atmosphère de la planète. Et cela nous amène à un deuxième mécanisme, encore plus violent. Ce mécanisme est la nature de l'étoile elle-même. Notre Soleil est une étoile d'âge moyen, relativement calme. Mais Proxima du Centaure est une naine rouge, et les naines rouges ont un sombre secret. Ce sont des étoiles éruptives. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien que les naines rouges soient petites et froides, leurs champs magnétiques peuvent être incroyablement chaotiques et puissants. Ces lignes de champs magnétiques se tordent, s'étirent et se brisent soudainement sous la surface de l'étoile. Lorsqu'elles se brisent, elles projettent des quantités massives d'énergie dans l'espace. Ce sont des événements beaucoup plus fréquents et proportionnellement beaucoup plus puissants que les éruptions solaires que notre Soleil produit occasionnellement. On a observé que Proxima du Centaure produisait de telles super-éruptions qui baignent sa planète de particules se déplaçant à des millions de miles par heure. Pensez-y. Proxima b se trouve 20 fois plus près que la distance de la Terre au Soleil. C'est comme la différence entre se réchauffer près d'un feu de camp et mettre la tête dans un four. Une super-éruption à cette distance pourrait stériliser la surface de la planète avec des radiations de haute énergie. Elle pourrait briser l'ADN. Et peut-être le pire, elle pourrait arracher l'atmosphère de la planète avec le temps, le vent stellaire, c'est-à-dire le flux continu de particules provenant de l'étoile, est 2000 fois plus dense sur l'orbite de Proxima b que notre vent solaire. Sur des milliards d'années, ce bombardement incessant peut lentement détruire le bouclier atmosphérique d'une planète, tout comme du papier de verre use une surface. C'est pourquoi les océans que Proxima b aurait pu avoir, un jour, se sont peut-être déjà évaporés dans l'espace. Et son air a été emporté dans le vide interstellaire. Maintenant, tournons-nous vers les jumeaux plus brillants, Alpha du Centaure, A et B. Ici, la situation devrait sembler plus prometteuse. N'est-ce pas ? Après tout, Alpha du Centaure A
est un jumeau presque parfait de notre Soleil, plus calme, plus stable. Mais un autre mécanisme entre en jeu ici, la dynamique orbitale des systèmes d'étoiles binaires. Les planètes autour d'une seule étoile tournent généralement sur des orbites régulières et circulaires. Mais, quand il y a deux étoiles, l'équation gravitationnelle devient beaucoup plus complexe. Pensez-y comme la différence entre une bille de métal tournant autour d'un seul aimant et une bille essayant de tourner autour de deux aimants en mouvement. Le deuxième scénario est beaucoup plus chaotique. Dans un système binaire, les orbites des planètes doivent être stables. Si elles orbitent très loin, elles peuvent dessiner un grand cercle autour des deux étoiles. Si elles orbitent très près de l'une des étoiles, elles ne peuvent tourner qu'autour de cette étoile. Mais, entre les deux, il y a des zones interdites. Une planète dans ces zones est prise entre la lutte gravitationnelle des deux étoiles et son orbite devient instable. En millions d'années, elle est soit complètement éjectée du système, soit elle s'écrase sur l'une des étoiles. Alpha du Centaure A et B orbitent assez près l'une de l'autre, avec une période d'environ 80 ans. Cela signifie que les zones habitables autour des deux étoiles sont confrontées à ce risque d'instabilité. Il ne suffit pas qu'une planète soit à la bonne température pour que l'eau reste liquide. Elle doit aussi pouvoir rester sur cette orbite pendant des milliards d'années. Cet équilibre délicat réduit la probabilité de trouver des planètes dans les systèmes binaires. Et enfin, il y a le mécanisme le plus simple, mais peut-être le plus impitoyable, les limites de l'observation elle-même. Le cas de cette planète disparue, vue autour d'Alpha du Centaure A, en 2025 en est l'exemple parfait. Voir une planète directement est incroyablement difficile. On le décrit souvent comme essayer de voir un grain de sable à côté d'une luciole à des kilomètres de distance. C'est pourquoi nous utilisons des méthodes indirectes. Par exemple, nous mesurons la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, ou nous observons à quel point la gravité de la planète fait osciller l'étoile. Le télescope James Webb tente de voir des objets beaucoup plus faibles à côté d'une étoile en bloquant la lumière de l'étoile avec un coronographe. Mais, même ces méthodes fonctionnent à des limites où il est difficile de distinguer le signal du bruit. Cette planète a été vue un instant, puis a disparu. Peut-être était-ce vraiment une planète qui est passée derrière l'éclat de l'étoile, sur son orbite? Mais, il est également possible que ce soit un artefact, c'est-à-dire un faux signal provenant du télescope lui-même ou d'une autre source en arrière-plan. Ou peut-être que ce n'était qu'un nuage de poussière. Cela montre à quel point même notre plus proche voisin est mystérieux. Même avec nos outils les plus puissants, nous ne voyons que des murmures. Des ombres et des fantômes. C'est pourquoi, lorsque nous regardons ce rivage lointain, ce que nous voyons est moins une image pleine d'espoir qu'une série d'obstacles physiques et d'énigmes non résolues. Des climats extrêmes créés par le verrouillage gravitationnel, à la fureur mortelle d'une étoile éruptive, du chaos gravitationnel d'un système binaire, à la fragilité de nos propres observations. Tous ces mécanismes réunis, nous commençons à comprendre pourquoi le système stellaire le plus proche pourrait être un piège plutôt qu'un refuge pour la vie. Mais Exets, au-delà de ces mécanismes, que nous raconte l'histoire de la formation de ces systèmes. Comment ces planètes sont-elles arrivées là? Et comment cela a-t-il pu déterminer leur destin dès le début? Et c'est pourquoi
l'histoire de la formation de ces systèmes devient une clé essentielle pour comprendre l'état actuel des planètes. Car le destin d'une planète commence à s'écrire au moment de sa naissance. Un système stellaire se forme par l'effondrement d'un nuage géant de gaz et de poussière sous sa propre gravité. La matière qui s'accumule au centre forme l'étoile, tandis que le reste du matériau forme un disque en rotation. Un disque protoplanétaire. C'est ce disque qui est le lieu de naissance des planètes. Mais ce n'est pas un processus calme, c'est une arène chaotique où des milliards de particules entrent en collision, fusionnent et se détruisent mutuellement. Et les règles de cette arène déterminent, dès le début, les chances de survie des planètes. Le premier grand mécanisme dans cette arène est ce que nous appelons la migration planétaire. Les planètes ne restent pas fixes dans le disque où elles sont nées. Elles interagissent avec le gaz et la poussière du disque et décrivent lentement une orbite en spirale vers leur étoile ou loin d'elle. On peut comparer cela à une branche dérivant dans une rivière. Le courant de l'eau tire lentement la branche vers le centre ou les bords de la rivière. Les grandes planètes, comme les géantes gazeuses, déclenchent cette migration en se frayant un chemin dans le disque. Et soit elles éjectent de leurs orbites les mondes rocheux plus petits qu'elles, soit elles les poussent vers l'étoile, provoquant leur destruction. La présence de cette géante gazeuse, semblable à Saturne, observée dans le système d'Alpha du Centaure, A, est donc très importante. Si cette planète est vraiment là et qu'elle traverse la zone habitable de son étoile, cela signifie que toute planète semblable à la Terre qui aurait pu exister dans cette zone a probablement déjà été détruite ou expulsée du système. La géante gazeuse est comme le tyran du quartier. En se frayant un chemin, elle écrase ses voisins plus petits et plus fragiles. C'est pourquoi la présence d'une géante gazeuse dans la zone habitable est généralement un signe qui réduit la probabilité de trouver des planètes rocheuses habitables dans cette zone. Ce n'est pas tant une découverte prometteuse qu'une pierre tombale. Mais, même si une planète survit à ce chaos initial, la lutte pour la survie n'est pas terminée, car les jeunes systèmes stellaires sont loin de leur état calme d'aujourd'hui. Il y a notamment une période connue sous le nom de grand bombardement tardif, environ 600 millions d'années après la formation de notre système solaire. Les interactions gravitationnelles des planètes extérieures ont perturbé les orbites des objets dans les ceintures d'astéroïdes et de comètes. Cela a déclenché une pluie massive de débris vers le système solaire intérieur. Les cratères à la surface de la Lune sont les témoins silencieux de cette période violente. Il est probable qu'un processus similaire se soit produit dans le système d'Alpha du Centaure. Si Proxima b, ou les mondes possibles autour d'Alpha du Centaure, A existait à cette époque, ils auraient pu être soumis à un bombardement constant pendant des millions d'années. Ce bombardement ne se contente pas de cribler la surface de trous. Il peut aussi arracher l'atmosphère d'une planète. Chaque grande collision projette une partie de l'atmosphère dans l'espace. Si cela continue assez longtemps, cela peut laisser la planète complètement sans air. De plus, ces collisions peuvent apporter une grande quantité d'eau à la planète. Mais elles peuvent aussi détruire l'eau existante en faisant fondre la surface de la planète et en faisant bouillir son atmosphère. C'est un jeu de hasard. Le bombardement peut rendre une planète habitable ou la transformer en un désert aride pour toujours. Et, au-delà de tous ces facteurs externes, la dynamique interne de la planète détermine également son destin.
Le champ magnétique ou magnétosphère est le bouclier de défense le plus important qu'une planète puisse avoir. Ce bouclier est produit par le mouvement du noyau de métal liquide de la planète et protège la planète du vent stellaire nocif et des rayons cosmiques. Tout comme le champ magnétique de la Terre nous protège des pires éruptions du Soleil. Mais, pour qu'une planète puisse former ce bouclier, elle doit être assez grande et conserver sa chaleur interne pendant longtemps. Mars en est un exemple tragique, ayant autrefois une atmosphère épaisse et peut-être des océans. Mars a perdu son champ magnétique car son noyau s'est refroidi en raison de sa petite taille. Une fois son bouclier disparu, le vent solaire a lentement soufflé son atmosphère dans l'espace sur des milliards d'années. Maintenant, pensons à Proxima b. Elle est un peu plus grande que la Terre. Cela pourrait être suffisant pour créer un champ magnétique. Mais elle est aussi si proche de son étoile que la tension gravitationnelle constante et le vent stellaire auquel elle est exposée. Comment cela affecte-t-il sa dynamique interne et son champ magnétique? Nous ne le savons pas encore, si son champ magnétique est faible ou inexistant. Elle est complètement vulnérable aux éruptions incessantes de son étoile. Son atmosphère vacillera comme une flamme de bougie au milieu d'une tempête et finira par s'éteindre. C'est pourquoi la liste des conditions requises pour qu'une planète soit habitable est à la fois très longue et très délicate. Elle doit être autour de la bonne étoile, à la bonne distance, sur la bonne orbite. Elle ne doit pas avoir de voisins géants dangereux dans son quartier. Elle doit avoir survécu à un bombardement intense à la bonne période de son histoire. Et elle doit avoir un bouclier interne puissant, c'est-à-dire un champ magnétique pour se protéger. Le fait que toutes ces conditions se réunissent au même moment, au même endroit, c'est comme gagner à une loterie cosmique. Quand nous regardons les mondes du système d'Alpha du Centaure, nous ne savons pas encore s'ils ont gagné à cette loterie. Mais les preuves dont nous disposons suggèrent que les probabilités ne sont pas vraiment en leur faveur. Le verrouillage gravitationnel, l'étoile éruptive, le chaos du système binaire, la migration planétaire, le bombardement intense et l'incertitude du champ magnétique. Tous ces éléments réunis sont des arguments solides montrant pourquoi ce rivage le plus proche pourrait ne pas être le paradis que nous espérions. Ces détails techniques, combinés à l'impossibilité du voyage et au cauchemar potentiel de la destination, nous obligent à nous arrêter un instant et à réfléchir. Peut-être que la vraie question n'est pas « pouvons-nous y aller ?» Peut-être que la vraie question est « devrions-nous y aller ?» Mais la nature humaine ne cesse de s'interroger. Ses obstacles, ses dangers, ses possibilités effrayantes ne nous découragent pas. Au contraire, ils attisent notre désir d'en savoir plus. Nous avons assemblé les pièces de cette énigme. Nous avons compris la distance inaccessible, le voyage mortel et les mondes problématiques. Mais maintenant vient ce qui est vraiment excitant. Au-delà de toutes ces théories et de tous ces modèles, que nous disent les télescopes de nouvelle génération, pouvons-nous vraiment voir à quoi ressemble le ciel de ces mondes lointains? Et peut-être le plus important, pouvons-nous oser rêver de chercher les traces d'une civilisation technologique dans ces points de lumière pâle? Et maintenant, au-delà de toutes les théories et de tous les détails techniques, le vrai miracle arrive. Mais ce n'est pas un miracle plein d'espoir, c'est la réalité qui nous frappe au visage de manière choquante, impitoyable et épique. Un moment qui prend tout ce que nous avons appris jusqu'à présent.
chaque doux rêve sur notre plus proche voisin et le réduit en miettes. Car lorsque nous avons tourné nos télescopes vers ce point de lumière calme et que nous avons vraiment, mais vraiment regardé, ce que nous avons vu n'était pas une invitation, c'était un avertissement. Ce que nous avons vu était la plus grande preuve de combien l'univers est étrange, violent et indifférent à nos rêves. Le temps du ton calme et explicatif est passé. Maintenant vient le point culminant. Maintenant, il est temps de faire face aux 4 vérités épiques au cœur d'Alpha du Centaure. Chacune plus bouleversante que la précédente. Chacune, une vérité qui rend le rêve de ce voyage un peu plus impossible. Premier moment épique. La plus grande ronde. Ne regarderons cette lumière que de loin. Nous ne verrons jamais ce double coucher de soleil de nos propres yeux. Nous ne marcherons pas sur un terrain où tombent des ombres doubles. C'est comme un prisonnier regardant par la fenêtre de sa cellule, un paysage qu'il n'atteindra jamais. C'est une sorte de tristesse apportée par la connaissance. Plus nous en apprenons, plus nous comprenons, plus nous ressentons profondément à quel point la distance est infranchissable. Cette connaissance n'est pas une clé, c'est un barreau. Mais, voilà le mot le plus important. Mais, il y a une belle vérité cachée dans cette tragédie. Peut-être que le vrai miracle n'est pas d'y aller, mais de pouvoir le voir d'ici. Peut-être que le vrai génie de notre espèce ne réside pas dans la force musculaire ou la vitesse, mais dans la capacité de comprendre. Même si nous ne pouvons pas poser le pied sur ces mondes lointains, le fait de connaître leur existence, d'apprendre leur histoire, change pour toujours notre lien avec l'univers. Le ciel n'est plus un décor de points de lumière aléatoires. C'est un voisinage rempli de lieux que nous connaissons, que nous reconnaissons. Cette connaissance, même si elle ne nous y emmène pas physiquement, nous fait mentalement et émotionnellement partie de l'univers. Au lieu de nous sentir petits et piégés, cela nous montre en fait de quelles grandes choses nous faisons partie. Et toi aussi, tu es au centre même de cet incroyable paradoxe. Toi, en écoutant ces lignes, tu possèdes une connaissance que personne n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité. Toi, quand tu regardes cette lumière dans le ciel austral, tu ne vois plus seulement une étoile, tu vois 3 soleils, un monde infernal et une planète fantôme. Ton esprit parcourt ces 4 années-lumière en quelques secondes. Ton imagination peut recréer ce double coucher de soleil. Tu peux être physiquement dans cette pièce, cette ville, sur cette planète. Qu'est-ce ? Ta conscience a le pouvoir de voyager aux confins de l'univers. Tu es la preuve vivante de cette tragédie et de cette beauté. Nous sommes tous ces êtres étranges, miraculeux, qui peuvent voir mais ne peuvent pas toucher. Le deuxième paradoxe est le dilemme de être seul mais connecté. D'un côté, il y a la solitude cosmique de l'humanité. L'une des plus grandes leçons qu'Alpha du Centaure nous est enseignée est à quel point les distances sont écrasantes. Si même notre plus proche voisin est si loin, à quelle distance sont les milliers, les millions d'autres étoiles ? Cela signifie que chacune des centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie est sa propre île inaccessible. C'est faire face au fait que l'univers est en grande partie composé de lieux vides, silencieux et déconnectés les uns des autres. Si un message met 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche et sa réponse 8 ans pour revenir, communiquer avec une civilisation à l'autre bout de la galaxie est totalement impossible. Cela pourrait signifier que nous sommes fondamentalement seuls dans l'univers, bloqués sur notre petite île chaude, voyant les lumières des autres rivages, mais ne pouvant jamais entendre leur voix.
c'est le côté tragique de l'histoire. Lorsque nous regardons les étoiles, nous ne voyons pas d'amis ou d'ennemis potentiels, mais seulement des distances inaccessibles. C'est une profonde mélancolie apportée par la grandeur de l'univers et notre insignifiance dans cette immensité. Chaque étoile est une autre question et si, une autre occasion manquée, un autre voisin silencieux. Cela signifie que l'univers n'est pas une fête, mais un immense immeuble où vivent des gens qui ne se connaissent pas, chacun dans son appartement, ses lumières allumées, mais personne ne se croise dans le couloir pour discuter. Cela semble confirmer l'une des peurs les plus profondes de notre espèce. À la fin, nous pourrions vraiment être seuls. Mais, voilà encore ce mot. Mais, dans cette solitude se cache une connexion beaucoup plus profonde et plus belle. Peut-être ne pouvons-nous pas établir un lien interstellaire. Mais, cette situation nous force à établir un autre lien, les uns avec les autres. Si nous sommes tous bloqués sur la même île, alors nous sommes tous dans le même bateau. Cet isolement cosmique rend absurdes les frontières nationales, les différences culturelles, les querelles quotidiennes, car du point de vue de l'univers, nous sommes tous les mêmes, une espèce vivant sur le même petit point bleu, regardant le même ciel, posant les mêmes questions. Notre incapacité à atteindre ces étoiles lointaines nous rappelle de nous tourner et de regarder notre propre maison, notre propre espèce. Peut-être que notre plus grand lien avec l'univers est la façon dont l'univers nous rassemble. Et toi aussi, tu es au milieu de ce lien. Toi, en regardant cette vidéo, tu partages la même curiosité qu'une autre personne dans une autre partie du monde, qui parle une autre langue, qui a une autre culture. Vous pensez tous les deux à Alpha du Centaure en même temps. Vous vous interrogez tous les deux sur votre place dans l'univers en même temps. Ces 4 années-lumière sont bien plus grandes que les milliers de kilomètres qui nous séparent, toi et moi. Mais cette distance est aussi ce qui nous unit, car nous sommes tous les deux de ce côté de cette distance, ensemble. C'est l'héritage commun de l'humanité, notre curiosité commune, nos rêves communs et nos limites communes. Tu n'es pas seulement une partie de cette histoire de solitude cosmique. Tu es aussi une partie du lien humain créé par cette solitude. Nous sommes tous les habitants de la même île, regardant ensemble cet océan sombre. Ces 2 grands paradoxes, pouvoir voir mais ne pas pouvoir toucher, et être seuls mais connectés les uns aux autres, nous amènent à un endroit très étrange. Il nous place simultanément au sommet de nos capacités et au fond de nos limites. Mais, comment cette situation façonne-t-elle nos espoirs pour l'avenir? Si les étoiles ne sont pas un plan d'évasion, alors que sont-elles? Et par conséquent, si les étoiles ne sont pas un plan d'évasion, alors elles sont un miroir qui nous montre nous-mêmes, nos limites et notre potentiel. Cette situation, au lieu de détruire nos espoirs pour l'avenir, les remodèle. Peut-être que le grand objectif n'est pas de s'étendre vers l'extérieur, mais de s'approfondir vers l'intérieur. Peut-être que le prochain grand pas de l'humanité n'est pas de poser le pied sur une autre planète, mais de comprendre pleinement notre propre planète et notre place sur elle. La lumière silencieuse d'Alpha du Centaure devient un phare qui nous guide dans cette direction. Et sous cette lumière, nous faisons face à un dernier grand paradoxe sur la nature de l'univers et de nous-mêmes. Ce troisième, et peut-être le plus étrange paradoxe, est le dilemme d'être insignifiant mais significatif. D'un côté, il y a l'insignifiance écrasante de l'univers.
d'un point de vue cosmique. Qu'est-ce que l'humanité ? Nous sommes une fine couche de vie à base de carbone sur un rocher humide, sous une fine couche d'atmosphère, tournant en orbite autour d'une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards. Dans la banlieue d'une galaxie parmi des centaines de milliards. Toute notre histoire est un clin d'œil à côté du voyage de 70 000 ans de voyager. Toutes nos réalisations ne sont rien à côté de l'énergie d'une seule éruption de Proxima du Centaure. L'univers existait sans nous et continuera d'exister après nous. Nos actions, nos rêves, nos combats n'ont pas d'écho cosmique. C'est peut-être la vérité la plus froide et la plus dure de l'existence. Dans la grande image, nous ne signifions rien. C'est la vérité tragique de l'histoire. C'est faire face à l'inutilité ultime de nos efforts, nos plus grandes œuvres d'art, nos pensées philosophiques les plus profondes, nos plus grands amours. Tout cela disparaîtra un jour avec cette petite planète. L'univers ne le remarquera même pas. Alpha du Centaure brillait là-bas quand nous prononçons ces phrases, et continuera de briller là-bas des millions d'années après que le dernier humain ait rendu son dernier souffle. C'est un vertige existentiel. C'est faire la paix avec l'idée que tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, se fondra finalement dans un néant cosmique. C'est notre plus grande peur, ne pas être important. Mais, voilà ce mot magique, une fois de plus. Mais, dans toute cette insignifiance, il y a un miracle incroyable créé par la conscience humaine. L'univers lui-même peut être dénué de sens. Mais, nous sommes la seule partie de cet univers absurde capable de lui donner un sens. Un rocher ne se soucie pas qu'Alpha du Centaure soit un système triple. Un nuage de gaz ne se demande pas si Proxima b est un enfer. Seulement nous. Seule la conscience humaine peut regarder ces faits froids et indifférents et leur attribuer une histoire, un sens, une émotion. Nous sommes la façon dont l'univers se pense lui-même, se sent lui-même et admire sa propre beauté. Le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve dans l'univers. Le sens est quelque chose que nous apportons à l'univers. Et cela ne nous rend pas insignifiants. Cela fait de nous la chose la plus importante de l'univers. Et toi aussi, tu fais partie de cet incroyable processus de création. Toi, en ce moment, tu prends une série de faits physiques dénués de sens, la distance d'une étoile, la température d'une planète, et tu la transformes en une expérience significative. Tu te poses des questions, tu rêves, tu es triste, tu espères, ta conscience insuffle une âme à ces données froides. Tu crées un sens pour l'univers lui-même. C'est ton plus grand pouvoir. Et ce pouvoir est bien plus impressionnant qu'un voyage de 6000 ans ou que 20% de la vitesse de la lumière. Car c'est un pouvoir qui transcende les limites physiques. Tu es la source de sens de cet univers absurde. Nous sommes tous le chant que nous chantons à ce cosmos silencieux. Nous sommes ce chant même. À la lumière de toutes ces informations, arrête-toi un instant et demande-toi. Quand tu penses à ce pâle point de lumière dans le ciel austral, que ressens-tu ? D'un côté, une profonde tristesse et mélancolie face à la petitesse et à l'impuissance de notre espèce, une déception face au fait que nous n'y arriverons jamais, que ces mondes sont probablement inhabitables et que nous sommes fondamentalement seuls, dans l'univers, ou de l'autre côté, un émerveillement et une admiration face à la puissance de l'esprit humain qui transcende toutes ses limites, un sentiment de triomphe face au fait que nous puissions voir ces mondes lointains, les comprendre et raconter des histoires à leur sujet ? La réponse est que les deux sont vrais, car c'est exactement ce que signifie être humain.
C'est ressentir à la fois la tragédie et la beauté. C'est connaître nos limites et rêver de les dépasser. Alpha du Centaure nous enseigne ce double sentiment, cette vérité douce, amère, avec une clarté que rien d'autre dans l'univers ne pourrait nous apprendre. C'est notre plus grande déception et en même temps notre plus grande source d'inspiration. Ainsi, nous nous sommes regardés dans le miroir philosophique qu'Alpha du Centaure nous a montré. Nous avons vu que nous sommes des êtres capables de voir, mais pas de toucher. Seuls, mais connectés les uns aux autres. Insignifiants, mais créateurs de sens. Cela dresse un portrait profond et bouleversant de notre place dans l'univers. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas les explorateurs de l'univers, mais ses témoins conscients. Nous sommes peut-être bloqués sur une île, mais de cette île, nous pouvons voir tout un océan. C'est une situation qui nous rend à la fois humbles et nous élève. Mais il manque une dernière pièce à ce portrait, au-delà de toutes ces réflexions philosophiques. Que pouvons-nous faire à l'avenir? Si le voyage physique est pour l'instant un rêve, quelle devrait être la prochaine étape de notre voyage mental? Et surtout, pourrait-il y avoir une lueur d'espoir qui attend encore d'être découverte dans cette lumière lointaine? Un détail que nous aurions manqué, et par conséquent, la prochaine étape de notre voyage mental est peut-être la plus difficile. Cesser de regarder vers l'extérieur et se tourner vers l'intérieur. Si nous cherchons une lueur d'espoir dans cette lumière lointaine, peut-être que nous ne regardons pas au bon endroit. Peut-être que l'espoir ne se trouve pas à 4 années-lumière de distance, mais ici même, à l'intérieur de nous. Ces pensées nous amènent à la dernière et la plus profonde couche de notre portrait philosophique. Car après avoir acquis toutes ces connaissances, la vraie question est: que faisons-nous de cette connaissance? Serons-nous simplement des observateurs passifs? Ou cette connaissance nous poussera-t-elle à l'action, au changement et à une compréhension plus profonde? Il est maintenant temps de faire face à quelques derniers paradoxes sur la façon dont ces vérités universelles résonnent dans nos vies personnelles. Premièrement, nous sommes confrontés au paradoxe du poids et de la légèreté de la connaissance. D'un côté, il y a un poids énorme apporté par chaque nouvelle vérité que nous apprenons. Savoir à quel point même le système stellaire le plus proche est inaccessible et potentiellement hostile est une sorte de perte d'innocence. Nous ne pouvons plus regarder le ciel avec une pure curiosité. Nous ne pouvons plus imaginer naïvement les étoiles comme nos futures maisons. Au lieu de cela, nous voyons les mathématiques froides de la distance, des radiations, des verrouillages gravitationnels et des étoiles éruptives. Cette connaissance est un poids qui pèse sur nos rêves. Nous comprenons pourquoi même un projet audacieux comme Breakthrough Starshot s'est terminé en silence. Ce n'est pas seulement à cause des difficultés techniques, mais aussi parce que nous comprenons à quel point l'hypothèse fondamentale sous-jacente au projet était fragile. Cette connaissance nous rend plus sages, mais aussi plus tristes. C'est le côté tragique de la connaissance. Le prix de l'apprentissage est d'abandonner certaines illusions réconfortantes. Tout comme un enfant apprend que le Père Noël n'est pas réel. Nous, en tant qu'espèce, nous réveillons du fantasme de voyager facilement vers les étoiles. Et ce réveil est douloureux. Il nous force à faire face aux limites de notre propre petit monde, à nos propres insuffisances technologiques et à la profonde indifférence de l'univers à notre égard. Cette connaissance est un fardeau que nous portons sur nos épaules, car cette connaissance nous rend responsables. Nous ne pouvons plus nous réfugier dans le bonheur de l'ignorance. Nous ne pouvons plus utiliser les étoiles comme excuse pour fuir les problèmes de notre maison.
Mais, voilà ce mot transformateur. Mais, dans ce poids, il y a aussi une incroyable légèreté et liberté. Car connaître ces vérités nous libère d'attentes déplacées et de faux espoirs. Cela nous encourage à concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui compte vraiment, ici et maintenant, s'il n'y a pas d'autre refuge facile dans l'univers. Alors, nous comprenons plus profondément la valeur du seul refuge que nous ayons, cette planète. La leçon d'Alpha du Centaure n'est pas de nous refroidir des étoiles, mais de nous faire retomber amoureux de notre propre monde. Cette connaissance n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, car elle nous montre à quel point ce que nous avons est rare, précieux et digne d'être protégé. Et toi aussi, tu portes ce poids et cette légèreté en même temps. Toi, avec ce que tu as appris de cette vidéo, tu peux maintenant regarder le monde avec un œil différent. La prochaine fois que tu regarderas un arbre, une rivière ou une autre personne, tu pourras te souvenir à quel point tout cela est une exception miraculeuse, savoir qu'une grande partie de l'univers est froide, vide et sans vie, rend chaque instant dans ce petit monde chaud et vivant plus significatif. La connaissance sur tes épaules n'a pas à être un fardeau qui te tire vers le bas. Elle peut être tes ailes pour te rendre plus conscient, plus compatissant et plus connecté. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu feras de cette connaissance. La verras-tu comme une source de tristesse ou comme une source d'inspiration? Deuxièmement, nous faisons face au paradoxe de la fugacité et de la permanence. D'un côté, il y a la fugacité choquante de la vie humaine et de la civilisation. Une durée de voyage de 6000 ans comparée à notre durée de vie moyenne de 80 ans. Montre à quel point nous sommes insignifiants. Nous sommes des étincelles qui brillent un instant sur la scène cosmique avant de s'éteindre. Les villes que nous construisons, les livres que nous écrivons, les gens que nous aimons. Tout cela n'était même pas un grain de sable à l'échelle du temps de l'univers. Le système d'Alpha du Centaure était là des milliards d'années avant notre naissance et continuera d'être là des milliards d'années après notre disparition. C'est faire face au fait que notre existence est finalement éphémère. En tant qu'individu, en tant qu'espèce, nous avons une fin. C'est la vérité tragique de l'existence. La connaissance que rien n'est permanent. Cela jette une ombre sur tout ce que nous faisons. Si tout est éphémère, alors quel est le sens de quoi que ce soit? Pourquoi construire quelque chose? Pourquoi créer quelque chose? Pourquoi aimer? C'est une voie facile vers le nihilisme. L'idée que nos actions ne laisseront pas de traces durables dans le grand récit de l'univers peut nous faire sentir impuissants et insignifiants. C'est une bataille perdue contre le flot impitoyable du temps. Mais, voilà ce mot plein d'espoir. Mais, dans cette fugacité réside la vérité de la valeur de chaque instant. Si notre temps est limité, alors chaque seconde que nous avons acquiert une valeur infinie. Le fait que nous ne soyons pas permanents ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Au contraire, c'est une invitation à rendre les moments que nous vivons plus pleins, plus intenses et plus significatifs. Peut-être ne pouvons-nous pas laisser de monuments permanents à l'univers. Mais nous pouvons laisser des traces durables dans la vie les uns des autres. Peut-être n'aurons-nous pas un héritage cosmique, mais nous pouvons avoir un héritage humain. C'est comprendre le pouvoir de l'amour, de la compassion, de l'art et de la connaissance. Ce sont des choses qui transcendent le temps, transmises d'une conscience à une autre. Et toi aussi, tu fais partie de cette incroyable équation. Ta vie
n'est qu'un bref instant dans les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers. Mais cet instant t'appartient. Dans cet instant, l'univers lui-même voit avec tes yeux, ressent avec ton cœur. Ta courte vie est l'occasion de donner un sens à l'univers lui-même. Ta fugacité n'est pas une malédiction, c'est un privilège, car cela rend chaque coucher de soleil, chaque conversation, chaque rire, précieux comme si c'était le dernier. Tu peux être une vague éphémère dans un océan infini. Mais cette vague, pour cet instant, porte toute la puissance et la beauté de l'océan. Ton devoir n'est pas d'être permanent. Ton devoir est de vivre cet instant le plus pleinement possible. Ces dernières couches philosophiques montrent qu'Alpha du Centaure ne nous offre pas seulement une leçon d'astronomie, mais aussi une philosophie de vie. Le poids et la légèreté de la connaissance. La danse de la fugacité et de la permanence. Ces paradoxes nous invitent à faire la paix avec notre place dans l'univers. Ils nous appellent à accepter nos limites, mais aussi à voir tout ce que nous pouvons accomplir à l'intérieur de ces limites. Ploskrakets Maze. Après tout ce voyage intérieur, que voyons-nous lorsque nous regardons à nouveau vers l'extérieur, vers cette étoile, avec cette nouvelle perspective? Y a-t-il encore de l'espoir dans ce pâle point de lumière? Et par conséquent, lorsque nous regardons cette étoile avec cette nouvelle perspective, nous voyons qu'il y a encore de l'espoir. Mais ce n'est pas l'espoir de trouver un autre monde ou de fuir vers une nouvelle maison. C'est un espoir beaucoup plus profond, beaucoup plus durable. L'espoir de comprendre et de grandir. Car chaque leçon qu'Alpha du Centaure nous a enseignée a le potentiel de faire de nous une espèce meilleure, plus sage et plus connectée. Le voyage physique peut être un rêve, mais le voyage mental et spirituel ne fait que commencer. Et dans la dernière étape de ce voyage, nous faisons face à un dernier grand paradoxe. C'est peut-être le plus important de tous. Ce dernier paradoxe est le dilemme du désespoir et de l'obstination. D'un côté, il y a un profond sentiment de désespoir, créé par les réalités auxquelles nous sommes confrontés. La distance est infranchissable. Le voyage est mortel. La destination est aride. Toutes les preuves montrent que le rêve d'atteindre les étoiles est possible. Même notre tentative la plus sérieuse, Breakthrough Starshot, s'est brisée contre le mur impitoyable de la physique et s'est dissipée en silence. Cette mort silencieuse en 2025 n'était pas seulement la fin d'un projet, c'était comme la fin d'un rêve. Face à ces réalités, abandonner semble être la réaction la plus logique. Pourquoi courir après l'impossible? Pourquoi consacrer nos ressources et nos rêves à un objectif que nous ne pouvons pas atteindre? C'est un effort aussi vain qu'une fourmi essayant de traverser un océan. C'est la vérité tragique de la situation. La logique nous dit d'arrêter. Les preuves nous disent de regarder ailleurs. C'est une sorte de défaite intellectuelle. Le moment où nos rêves sont écrasés par les réalités froides et dures de l'univers. C'est admettre que l'une des plus grandes ambitions de l'humanité est, du moins pour l'instant, une impasse. C'est regarder cette lumière dans le ciel austral et accepter qu'elle n'est qu'un joyau magnifique, lointain et éternellement inaccessible. C'est accepter que nous n'atteindrons jamais le rivage de l'autre côté de l'océan. Mais, et c'est peut-être le mais le plus puissant de toute l'histoire. Mais ça paie. Dans la nature de l'esprit humain, il y a un feu étrange et obstiné qui défie la logique et les preuves. Malgré tout,
ce désespoir. Nous n'arrêtons pas d'essayer, nous n'arrêtons pas de rêver, nous n'arrêtons pas de regarder cette lumière. Pourquoi ? Car c'est exactement ce que signifie être humain. C'est être attiré par l'impossible, c'est repousser les limites, c'est demander « pourquoi pas ?» quand on nous dit « c'est infaisable ». Le projet Breakthrough Starshot a peut-être échoué. Mais ce projet a rassemblé certains des esprits les plus brillants de l'histoire. Un géant comme Stephen Hawking a consacré ses dernières années à ce rêve. Cela a une signification plus grande que le projet lui-même. C'est une preuve de notre espèce qui n'abandonne jamais. Et toi aussi, tu es l'héritier de cet esprit obstiné. Dans tes veines coule le sang des explorateurs qui ont traversé les océans vers l'inconnu. Des ancêtres qui ont regardé le ciel pour la première fois. Des scientifiques qui ont résolu des équations impossibles. Abandonner n'est pas dans ta nature. Quand tu regardes cette étoile, tu ne vois pas seulement une distance infranchissable. Tu vois aussi un défi. Tu vois la prochaine grande question de l'humanité. Et tu ressens le désir de trouver une réponse à cette question. Peut-être que toi ou moi ne ferons pas ce voyage. Peut-être que les 100 prochaines générations, après, nous ne le ferons pas non plus. Mais l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse le faire est ce qui nous pousse en avant. Cette petite voix obstinée en toi, la voix qui dit « nous devrions quand même essayer » est la plus grande force de l'humanité. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre long voyage vers Alpha du Centaure. Nous sommes partis d'un point à seulement 4 années-lumière et avons fait un voyage qui nous a menés aux questions philosophiques les plus profondes de l'univers. Jusqu'au cœur de notre propre espèce, nous avons compris que nous pouvions voir mais pas toucher. Nous avons découvert que nous étions seuls, mais que cette solitude nous liait les uns aux autres. Nous avons réalisé que l'univers pouvait être dénué de sens, mais que nous lui donnions un sens. Nous avons vu que la connaissance était à la fois un fardeau et une liberté. Nous avons appris que nous étions éphémères, mais que cette fugacité rendait chaque instant précieux. Et enfin, nous nous sommes souvenus que même lorsque tout semble désespéré, nous possédons un esprit obstiné qui nous fait continuer d'essayer. Nous savons maintenant qu'Alpha du Centaure n'est pas seulement un système stellaire, c'est un miroir pour nous. Il nous montre nos limites, mais nous murmure aussi notre potentiel à les dépasser. Il nous rappelle à quel point nous sommes petits, mais prouve aussi à quel point nous pouvons penser grand. Ce voyage se termine mentalement et philosophiquement, mais la lumière dans le ciel continue de briller. Et tant qu'elle brillera, notre histoire continuera aussi. Maintenant, avec tout ce que nous avons appris, il est temps de revenir au début et de regarder une dernière fois ce point de lumière simple et unique. Et par conséquent, nous revenons au début, à ce point de lumière simple et unique. Au cours de ce long voyage, nous avons découvert les 3 soleils derrière cette lumière, un enfer potentiel et un monde fantôme. Nous avons compris pourquoi il est presque impossible d'y arriver, à quel point le voyage est dangereux et à quel point la destination peut être différente de nos rêves. Mais, plus important encore, nous avons vu comment ces vérités nous ont changés, comment elles ont approfondi notre compréhension de notre place dans l'univers. Ce n'était pas seulement une histoire sur Alpha du Centaure, c'était notre histoire. Nous savons maintenant que même notre plus proche voisin se trouve à 4 années-lumière, une distance infranchissable pour une vie humaine. Nous savons maintenant que même le monde le plus prometteur de ce système pourrait être battu par un vent stellaire
2000 fois plus puissant que celui que subit la Terre. Ces faits nous rendent humbles. Mais ils nous rappellent aussi la valeur de ce que nous avons. Ils nous encouragent à nous accrocher plus fermement à cette petite île bleue. Et toi, à la fin de ce voyage, tu ne regarderas plus le ciel du même œil. Quand tu verras cette lumière pâle, tu ne verras pas seulement une étoile, tu verras un miroir qui reflète nos propres limites, notre propre potentiel, notre propre solitude et nos propres liens. Cette connaissance, pleine de tristesse et d'espoir, fait maintenant partie de toi. Si ce voyage t'a fait sentir à quel point l'univers est complexe, mais aussi magnifique, nous serions heureux que tu fasses partie de cette communauté. Un j'aime, un commentaire ou un abonnement nous aide à maintenir vivant ce feu de la découverte. Car l'une des plus grandes leçons qu'Alpha du Centaure nous est enseignée est que la connaissance ne s'arrête jamais. Même si nous ne pouvons pas y arriver, nous pouvons essayer de comprendre comment les lois fondamentales de l'univers se comportent aux limites les plus extrêmes. Par exemple, à l'horizon des événements, d'un trou noir. Et là, nous faisons face au plus grand paradoxe de l'univers, celui de savoir si la connaissance elle-même peut y disparaître. Dans ce voyage, nous avons compris à quel point la distance jusqu'à l'étoile la plus proche est grande. Remeis. Je ne vous ai pas dit le secret le plus étrange de l'univers. Peut-être qu'aucune information de cette étoile ne peut jamais s'en échapper. Stephen Hawking a suggéré que les trous noirs s'évaporent et détruisent tout ce qu'ils contiennent. Cela viole la loi la plus fondamentale de la physique. Dans notre prochain voyage, nous chercherons à savoir si l'information peut mourir et si la mémoire de l'univers peut être effacée. Êtes-vous prêt